on avait déjà commencé ces exercices de solubilité. On va reprendre pour essayer d'aller vers un peu plus compliqué. Alors, on va reprendre l'exemple et on partira de celui-là, d'essayer de trouver quelle était la solubilité, et généralement on l'exprime en grammes par litre, du CaF2 dans de l'eau pure à 25 degrés. Ce composé, le CaF2, si vous cherchez son Ks, vous regardez au dos du tableau périodique et vous allez trouver une valeur de 3,45 fois 10 moins 11. Alors, comme on l'a déjà écrit, CaF2 va se décomposer en Ca2 plus 2F-. Et cet équilibre est défini par la constante de solubilité Ks. Le Ks, qui vaut 3,45 fois 10 moins 11, est égal à quoi? Mais si j'essaie de calculer la limite de solubilité, la solubilité de ma substance, donc quand je suis à l'équilibre, j'arrive à mettre S de CaF2, c'est-à-dire que via la stoichiométrie de la réaction, je sais que j'arrive ici à S aussi, c'est la solubilité. Et pour les F-, qu'est-ce qu'on avait dit? Évidemment, étant donné qu'on a un 2 en termes de coefficient, je dois venir mettre 2S. Ça veut dire que le Ks, que j'écris toujours comme étant la concentration en Ca2+, multiplié par la concentration en F-, et attention, au carré. Pourquoi au carré? Parce que j'ai un 2 dans mon équation. Mais je vais pouvoir l'écrire. Concentration en Ca2+, c'est S. Et la concentration en F-, c'est 2S que je dois mettre au carré. 2S au carré, ça fait 4S carré, fois S, ça fait 4S cube. Si je veux trouver la solubilité, je dois simplement faire le Ks alors divisé par 4 et prendre la racine cubique. Et je trouverai une solubilité molaire en mol par litre. Donc je le fais en même temps que vous. Donc 3,45 fois 10 moins 11 divisé par 4. Et je prends la racine cubique. Ça me fait 2,05 10 moins 4. 2,05 fois 10 moins 4 mol par litre. Étant donné qu'on parle d'un solide CaF2, on travaille souvent en solubilité massique. Et donc pour ça, on a besoin de la masse molaire. Et la masse molaire, c'est 40,08. Donc je multiplie par la masse molaire qui est égale à 40,08 plus 2 fois le F, 19. Donc 2,05 fois 10 moins 4 multiplié par 40,08 plus 2 fois 19. Ça me semble bizarre. 2,05 fois 10 moins 4 multiplié par 40,08 plus 2 fois 19. Non, c'est ça. Donc ça me donne 0,016 grammes par litre. 10 100 000, ça fait 16 mg par litre. Donc ça, c'est exactement les calculs qu'on en a fait déjà la fois passée. On retrouve une concentration, et je vais bouger un tout petit peu la caméra pour pouvoir écrire sur le tableau à côté.
Ah, on a perdu la caméra. Voilà. Ok, encore un peu. Bon, je vais pas trop la... Je vais pas trop la bouger parce que elle a du mal. Donc je vais voir jusqu'où je sais écrire. Ok. Donc, ok, pour ça, pas de question. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà fait la fois passée. On trouve une solubilité maximale dans 1 litre d'eau pure à 25 degrés de 16 mg par litre. Là où je voulais compliquer un petit peu les choses, et je ne sais pas si je respecte exactement l'ordre de dia, mais ça va arriver, c'est vous parler de l'influence d'un ion commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut essayer de regarder. Dis-moi. Pourquoi on met S, pourquoi on met S fois 2S au carré? Oui. Alors, pourquoi on met S fois 2S au carré? Tout simplement parce que la définition du Ks, la constante de solubilité, c'est la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs. Ici, c'est un solide, donc ça n'intervient pas. En tenant compte des exposants, donc on a simplement la concentration en Ca2+, fois la concentration en F- au carré. Ça, c'est la formule de la constante de solubilité. Nous, on essaye de trouver justement quelle est la solubilité maximale, quelle est la quantité maximale de solide que je peux mettre en solution pour arriver juste à cet équilibre-là. Donc cet équilibre-là, qui est défini par Ks, il est atteint quand j'ai mis en solution une certaine quantité de solide et je suis juste à la limite de solubilité. Donc j'ai ajouté la quantité de solide juste nécessaire pour atteindre cette limite de solubilité et donc atteindre cette constante de solubilité. Et je vais avoir un équilibre alors entre les ions qui constituent le solide, qui se mettent en solution, et le grain de solide que je n'arrive plus à dissoudre parce que je suis juste à cet équilibre-là. Et quand je fais ça, je vais définir les concentrations auxquelles j'arrive lorsque je suis vraiment à cette limite de solubilité. Je vais appeler ça la solubilité S. Donc la quantité de CaF2 que je peux mettre en solution pour atteindre l'équilibre de la limite de solubilité, j'appelle simplement ces concentrations S. Et donc si j'appelle cette concentration-là S, étant donné que j'ai 2F-, je dois avoir le double forcément de concentration en F-, c'est-à-dire 2S. Et quand je remplace ces concentrations dans ma formule de constante, je trouve bien S fois 2S au carré, ça me fait 4S3. Donc ça vient simplement du fait qu'on essaie de calculer la solubilité. Donc on essaie de se mettre dans les conditions de la limite de solubilité en prenant, on appelle ça, on met des valeurs de S, on appelle ça S qui est la solubilité. Donc tout simplement. Alors, j'espère que ça répond à ta question. Ce que je voulais faire avec vous aussi, c'est l'influence d'un ion commun. L'influence d'un ion commun, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe si je ne travaille plus dans l'eau pure?
Parce que très souvent, je travaille dans une solution qui est constituée d'autres ions et je ne suis pas forcément dans de l'eau pure. Alors, on peut partir de l'exemple ici et voir un peu ce que ça donne. Prenons cet exemple-là. Donc, je prends mon bécher dans lequel j'ai 1 litre, non pas d'eau pure, ça c'était le cas juste avant, mais en fait j'ai 1 litre d'une solution. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre 2 exemples de CaSO4, 0,1 mol par litre. Donc, dans mon bécher, c'est de l'eau, mais dans cette eau, il y a déjà du sulfate de calcium, CaSO4. Donc, qu'est-ce que j'ai dans mon liquide? Au lieu d'avoir uniquement des molécules d'eau, j'ai des ions Ca++ et SO4- qui se baladent déjà, parce que je n'ai pas de l'eau pure. D'accord? Donc mon solvant de base, là où je vais essayer de dissoudre mon solide, contient déjà du calcium et des sulfates. Moi, je vais venir essayer de dissoudre une certaine quantité de CaF2 solide à l'intérieur de ce solvant. Et la méthode porte bien son nom. C'est la méthode, c'est l'influence d'un ion commun. L'ion commun, je pense que vous l'avez tous vu. L'ion commun ici, forcément, c'est le calcium. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma solution, j'ai déjà du calcium et je viens ajouter un solide, un sel, dont un des ions constitutifs, c'est du calcium. Alors comment on va pouvoir traiter ce genre d'exercice? Donc tout simplement, la concentration en F-, quand je vais dissoudre mon CaF2, est-ce que la concentration en F- va être influencée par le solvant? Est-ce que dans mon solvant, j'ai du F-? Donc, dans mon solvant, au lieu d'avoir de l'eau pure, j'ai du CaSO4. Donc, je n'ai pas de F-. J'ai du calcium et j'ai des sulfates, mais je n'ai pas de F-. Donc, quand je vais dissoudre mon solide, la concentration en F- sera toujours 2S. Comme avant, comme dans l'exercice précédent. Par contre, ma concentration en calcium, en Ca2+, avant d'ajouter le moindre grain de CaF2, j'ai déjà du calcium dans mon eau. J'en ai combien? 0,1 mol par litre. Donc la concentration, avant de commencer à mettre le moindre grain de CaF2, c'est déjà 0,1. Et ensuite, je vais commencer à dissoudre mon solide. Et donc la concentration en Ca2+, va devenir 0,1 plus S. Parce que je vais en ajouter une certaine quantité qui provient de mon solide, CaF2. Ce qui veut dire que cette fois-ci, la constante de solubilité Ks, qui s'écrit toujours de la même manière, et je vais le remettre ici à gauche, comme ça vous continuez normalement à voir ce que j'écris. Ma constante de solubilité Ks, ça va valoir quoi? La concentration en Ca2+, maintenant la concentration en Ca2+, c'est quoi? C'est 0,1 plus S, multiplié par la concentration en F- au carré, c'est-à-dire 2S carré. Donc la concentration en F- par rapport à avant, ça n'a absolument pas bougé. Par contre, la concentration en Ca2+, tout à l'heure on avait juste mis S,
parce qu'il n'y avait pas de Ca2+ dans le solvant au départ, c'était de l'eau pure. Ici, on est en train de parler justement de l'influence d'un ion commun. Donc, dans mon solvant de départ, j'ai déjà du Ca2+ à raison de 0,1 mol par litre, parce que j'ai pris cet exemple-là. Et donc, quand je fais ça, même sans être très fort en maths, j'ai 4s² qui vont multiplier un s ici, donc je vais avoir du cube. Et donc, je vais avoir quelque chose avec du s³. Vous savez que on sait résoudre des équations en s³, on l'a fait souvent au premier quadrimestre. Mais c'est assez embêtant parce que il faut trouver des solutions ou alors il faut faire du calcul itératif comme on l'a déjà fait. Et ce qu'on va faire en fait pour se simplifier la vie, c'est qu'on va faire une approximation comme d'habitude pour pouvoir justement ne plus avoir cette équation en cube et avoir une équation un peu plus facile à résoudre. Et quelle est la simplification que l'on va faire? On va simplement considérer que la solubilité ici est plus petite que 0,1. Donc faire 0,1 plus la solubilité, en fait ça va faire 0,1. Okay. Donc, quand je fais cette simplification, il me reste juste alors, le 0,1 plus s devient juste 0,1 fois 2s². Donc, de nouveau, je répète la simplification que je fais. Je considère que la valeur de la solubilité est plus petite, bien plus petite que 0,1. Et donc, si je fais 0,1 plus cette valeur de solubilité, au final, c'est comme si je gardais 0,1. Donc, je peux supprimer le s ici. Et je me retrouve alors avec, si je ne dis pas de bêtises, 0,4 s². Donc 2 au carré, ça fait 4, fois 0,1, ça fait 0,4 s². Et ma valeur de solubilité est donc égale à 3,45 fois 10 moins 11 divisé par 0,4. Et je dois prendre la racine carrée. Et je retrouve alors ma valeur de solubilité sans devoir résoudre une équation au cube. Si je fais ce calcul-là, je trouve 9,29 fois 10 moins 6. Mol par litre. Ce qui est important de noter quand on fait ce genre de calcul, c'est que regardez la valeur de solubilité que je trouve. Je trouve du 10 moins 6. Donc la simplification que j'ai faite ici de me dire que je vais négliger la valeur de solubilité par rapport à 0,1, en fait faire 0,1 plus quelque chose 10 moins 6, oui, je pouvais le faire, tout simplement parce que je vais trouver, au final, quand je fais cette somme-là, je trouve bien 0,1. La solubilité est négligeable par rapport à 0,1. En français, ça veut dire que la quantité de Ca2+, ici, la quantité de Ca2+, que j'ajoute via la mise en solution de mon CaF2, est négligeable par rapport à la quantité de Ca2+ qui était déjà présente au départ avant de dissoudre mon solide. D'accord? Ma solution contenait déjà beaucoup de calcium à raison de 0,1 mol par litre, parce que j'ai pris cet exemple-là. Et moi, ma solubilité rajoute une très faible quantité de Ca2+, parce que j'ai affaire à un composé très peu soluble. Et donc la solubilité que l'on trouve vaut 9,29 10 moins 6. Et ce qui est aussi à remarquer, c'est que le fait d'avoir un ion commun dans la solution comme ça diminue toujours la solubilité par rapport à l'eau pure. Si vous regardez la valeur qu'on avait trouvée juste avant, ça devait être du 10 moins 4, je pense, si ma mémoire est bonne. Je l'ai effacé. C'était exactement au même endroit dans le tableau. La solubilité que je trouvais dans l'eau pure était plus grande que la solubilité que je trouve maintenant avec un ion commun. Donc le fait d'avoir cet ion commun va diminuer la solubilité que je peux trouver.
OK? Alors, soit on garde le même exemple, ou alors on peut changer. Je vais regarder dans les notes si j'en ai mis un autre. Ouais. Alors, ça on le fera plus tard. On peut garder le même exemple. Et on va refaire une fois le calcul, mais en prenant quelque chose de différent. Donc, je vais toujours essayer de mettre en solution, et donc je vais effacer juste ce dont je n'ai plus besoin. Voilà. Ceci. Et ceci. Donc, je repars de mon bécher dans lequel je n'ai plus de l'eau pure, mais cette fois-ci, j'ai 1 litre de solution, on va dire, de NaF 0,1 mol par litre. Ça veut dire de nouveau, et je répète, donc je refais quasiment la même chose, mais je change juste l'ion commun. Comme ça, ceux qui n'ont pas bien suivi la première explication vont peut-être mieux comprendre avec la deuxième explication. Au lieu de dissoudre ma poudre CaF2 dans 1 litre d'eau pure, dans laquelle il y a juste des molécules d'eau, ici, j'essaye de trouver la solubilité maximale de ce composé CaF2 dans 1 litre d'une solution de NaF, qui est 0,1 mol par litre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, avant de mettre le premier grain de CaF2 dans ma solution, j'ai déjà des Na+, et surtout des F- qui se baladent dans ma solution, à raison de 0,1 mol par litre. Donc le Na+ ne me dérange absolument pas, forcément. Par contre, le F-, ça va être un ion commun entre mon solvant et le solide dont j'essaye de calculer la solubilité. La quantité de Ca2+ que je peux mettre en solution, est-ce qu'elle va être influencée par l'ion commun? Pas du tout, parce que ce n'est plus le calcium, l'ion commun cette fois. L'ion commun, c'est le F-. Donc quand j'arrive à la solubilité, la quantité de Ca2+ vaudra toujours S, comme dans l'eau pure. Par contre, la concentration en F-, quand j'arriverai à la limite de solubilité, c'est-à-dire à l'équilibre, cette concentration en F- va valoir combien? On a déjà dit que dans le solvant de départ, sans rien ajouter dedans, j'ai déjà 0,1 mol par litre de F-. Et ensuite, quand je vais venir solubiliser mon solide, CaF2, je vais avoir une certaine quantité de F- qui vont être apportées par ce solide. Quelle est la quantité? 2S. Et donc je trouve 0,1 plus 2S pour la concentration en F- à l'équilibre. Les 0,1, c'était ce qu'il y a déjà dans le solvant au départ. Les 2S, c'est ce que je vais apporter par la mise en solution de mon solide. Et donc quand je reprends le calcul de la constante de solubilité, je vais obtenir S fois 0,1 plus 2S au carré. Donc je reprends les deux valeurs que j'ai notées là. N'oubliez pas qu'il y a toujours le carré qui est là, vu la stöchiométrie de la réaction. Et je me retrouve un peu dans le même cas de figure que tout à l'heure. J'ai juste changé l'ion commun. Le même cas de figure, pourquoi? Parce que quand je vais faire ce produit remarquable, je vais avoir 4S carré multiplié par S, donc je vais avoir encore du S cube. Et on va faire la même simplification que tout à l'heure pour se faciliter la vie. C'est-à-dire que l'on va négliger 2S par rapport à 0,1 en disant, et de nouveau je le répète encore en français,
en se disant alors que la valeur de la solubilité, c'est-à-dire le nombre de moles de F- que j'apporte en mettant en solution ma poudre, est beaucoup plus petite que la quantité de F- qui était déjà présente dans mon solvant au départ, en considérant que j'ai une espèce qui est très peu soluble et donc forcément je vais en apporter très peu par rapport à la quantité qu'il y en a déjà au départ qui est de 0,1 mol par litre. Et en faisant ça, cette simplification-là, ben je trouve alors simplement que mon 3,45 qui est ma constante, 10 moins 11, est égal à S fois 0,1 au carré. Parce que le 2S se simplifie par rapport à 0,1. Donc ça veut dire que ma solubilité va être égale à 3,45 fois 10 moins 11 divisé par 0,1 au carré. Alors 1/10 au carré, ça fait 1/100. Et donc 3,45 divisé par 1/100, ça fait 3,45 10 moins 9 mol par litre. Et je retrouve ainsi la solubilité de mon CaF2 dans ce solvant particulier qui est du NaF à une concentration de 0,1 mol par litre. De nouveau, vous voyez que la valeur de la solubilité est plus petite que dans l'eau pure. On avait trouvé au tout premier exemple qu'on avait fait du 10-4, je pense. Donc on voit toujours bien que l'influence de l'effet de l'ion commun diminue la solubilité de mon composé. Ok? Donc je vous ai fait deux exemples. Vous allez voir, on va encore en reparler. Vous en ferez aussi en séance d'exercice. Mais c'est comme ça qu'on peut se débrouiller pour essayer de calculer la solubilité de certaines espèces dans une solution qui n'est pas forcément de l'eau pure, mais dans une solution qui contient déjà ce qu'on appelle un ion commun, c'est-à-dire un ion qui compose également le sel dont je veux connaître la solubilité. Alors sur la dia, vous voyez que je vais essayer de... Voilà. Donc sur la dia, vous voyez que la présence d'une solution dans laquelle il y a un ion qui constitue aussi le précipité va diminuer la solubilité. Donc on trouve bien des valeurs plus petites que dans l'eau pure. Un autre exemple qu'on pourrait faire, c'est d'essayer de dissoudre du BaSO4 dans une solution qui contient déjà du Na2SO4. Donc on voit que l'ion commun là, c'est l'ion sulfate. Et forcément, je vais pouvoir mettre moins de BaSO4 en solution. Ma solubilité va être plus faible parce que j'ai déjà des sulfates dans mon milieu avant de commencer la mise en solution. Ok, vous n'avez pas de questions pour le moment? Je peux continuer? Ça va toujours, le son et le flux vidéo? Ça suit? Ok, j'ai un petit décalage de temps, donc je dois attendre 20 secondes avant d'avoir votre réponse, mais apparemment j'ai entendu oui, ça va, donc c'est bon signe. Alors je continue, et on va continuer avec cette notion d'ion commun pour parler des phrases qui sont écrites là en bas de la dia. Un
un moment assez... Enfin, un paquet de solutions, une famille de solutions dans lesquelles on va très souvent rencontrer ce problème d'ions communs, c'est ce qu'on appelle les hydroxydes métalliques. Alors, je vois que je peux écrire peut-être un peu plus jusque-là, peut-être. Hop. Ouais, même encore un peu plus à droite. Ok, parfait. Comme ça, je sais un peu jusqu'où je peux écrire pour que vous voyez correctement. Donc, ces hydroxydes métalliques, on peut prendre plusieurs exemples. Hein, je ne sais pas moi. MgOH2, la famille des FeOH3, les hydroxyde de Ni, OH2, etc. Donc la grande famille des hydroxydes métalliques. Mais on va rencontrer ce problème d'ions communs lorsque je veux essayer de calculer la solubilité de ce genre d'espèce. Pourquoi? Parce que ce genre d'espèce, donc si je prends l'exemple de MgOH2, lorsque je vais essayer de dissoudre ces hydroxydes dans de l'eau, je vais former des Mg2+, plus 2OH-. Mais les OH-, j'ai pas des OH- dans de l'eau? Je pense, hein. Dans de l'eau, j'ai des H+ et des OH- évidemment. Donc, les OH- ici, ça va être un ion commun avec le solvant qui est l'eau. Donc, si je redessine ça comme tout à l'heure, dans mon solvant, même si c'est de l'eau pure, j'ai des H+ et des OH-. Et je veux venir essayer de mettre en solution un solide qui est du MgOH2. Donc je vais ajouter des OH- dans ma solution, alors que j'en avais déjà dans mon solvant de départ, même si c'est de l'eau pure. Donc là, je rencontre à chaque fois ce problème d'ions communs, étant donné que je vais avoir l'influence des OH- qui sont à la fois dans le solvant et à la fois dans le solide que je veux mettre en solution. Alors, le Ks de ce genre d'espèce, c'est toujours la même chose. Hein. C'est la concentration en Mg2+, multipliée par la concentration en OH- au carré. Ça n'a pas changé. Et comment je vais pouvoir me débrouiller lorsque je vais avoir ce genre d'hydroxyde métallique? Quand j'ai ce genre d'hydroxyde métallique, c'est pas si facile que ça. Ici, j'ai pris l'exemple du fer, mais j'ai écrit le magnésium. On peut continuer sur le magnésium, ça fera quasiment la même chose. Mais je dois passer par une équation d'électroneutralité que l'on a déjà écrit plusieurs fois quand on faisait des pH. Donc, il n'y aura vraiment rien de spécial. Et comment je vais pouvoir écrire cette équation d'électroneutralité? Je vais simplement écrire l'ensemble des charges positives est égal à l'ensemble des charges négatives. Et donc, qu'est-ce que j'ai comme charge positive? J'ai des Mg2+. Dans une équation d'électroneutralité, vous vous souvenez, quand on parle d'une espèce qui est doublement chargée, on doit mettre un 2 devant l'espèce. Plus, qu'est-ce qu'on a encore comme espèce positive? C'est H3O+.
Et comme espèce négative, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a OH-. Alors, si je remplace le Mg2+ ici par Ks divisé par OH- au carré, donc je vais avoir 2 fois Ks divisé par OH- au carré, plus l'H3+, je peux aussi l'écrire comme étant 10-14, un Kw divisé par OH-. Tout ça est égal à OH-. Donc on retrouve quasiment la même équation que ce qui est noté dans les dias, sauf que comme je travaille avec du FeOH3, sur ma dia, j'ai 3 fers et donc j'ai un cube qui apparaît et j'ai un 3 qui apparaît. Moi, je n'ai qu'un 2, donc c'est un 2 et un carré qui apparaît, mais c'est exactement le même raisonnement. Et je me retrouve alors avec une équation du 3e degré, ici, à résoudre en OH- pour pouvoir calculer la solubilité. Et de nouveau, c'est assez compliqué ce genre d'équation à résoudre. Donc j'obtiens ça au final. Et on va aussi faire des simplifications pour se faciliter la vie et pour pouvoir résoudre ce genre d'équation un peu plus facilement. Qu'est-ce que je pourrais faire comme simplification? Je vais essayer de faire la même simplification que tout à l'heure. Donc, je vais me dire que j'ai un hydroxyde très peu soluble. De nouveau, ce qui est important, c'est de comprendre ce que ça veut dire. Si je considère que j'ai un hydroxyde qui est très peu soluble, ça veut dire que je sais en mettre très peu en solution. Si j'en mets très peu en solution, je vais apporter, par ma mise en solution, une très faible quantité d'OH- par rapport à la quantité d'OH- qui est déjà présente au départ dans mon solvant qui est de l'eau pure. Alors dans l'eau pure, la quantité d'OH- au départ, elle est de combien? Donc dans l'eau pure, la concentration en OH-, elle vaut 10-7. 10-7 molaires. Ça, on le sait, parce que son Kw vaut 10-14. J'ai la même quantité d'H+ et de OH-, j'ai une solution qui est neutre. Et donc, j'ai une quantité de OH- qui vaut 10-7. Et si mon hydroxyde est très peu soluble, ça veut dire que la quantité de OH- que je vais pouvoir apporter en mettant en solution quelques milligrammes de MgOH2, cette très faible quantité de OH- va être beaucoup plus faible que la quantité qui était déjà présente dans le solvant de départ. Et donc ça veut dire que l'apport de OH- par rapport au point de départ, il est très faible. Et je considère alors que la quantité de OH- n'est pas influencée par la mise en solution. C'est comme si je n'avais pas d'ion commun. Et si je n'ai pas d'ion commun, alors qu'est-ce que je peux écrire? Le Ks est égal à la quantité de Mg2+, fois la quantité de OH- au carré. Cette quantité de Mg2+, c'est S, c'est la solubilité. Et donc, cette solubilité vaut Ks divisé par OH- au carré, OH- valant 10-7, parce que je ne considère pas que l'ajout de MgOH2 est significatif par rapport à la quantité de OH- que j'avais déjà en solution. Donc je fais comme si l'ajout de OH- provenant de ma mise en solution de mon solide était négligeable par rapport à la quantité de OH- qui était déjà présente dans l'eau pure au départ, c'est-à-dire 10-7.
Donc je n'ai pas d'influence de l'apport de OH- au niveau de mon équation. Et en prenant le Ks de MgOH2, en divisant par du 10-7 au carré, je peux trouver comme ça la solubilité. Donc ça, c'est une première chose. C'est si l'hydroxyde est très peu soluble, je peux négliger la solubilité par rapport aux autres espèces. Alors, grâce à ça, on en arrive à un point très important de la matière. Je vais essayer encore de décaler un petit peu pour que vous voyez la dia. Voilà. Grâce à ça, on remarque que la solubilité de ce genre d'hydroxyde, MgOH2, FeOH3 ou d'autres hydroxydes, cette solubilité est fonction de la concentration en OH-. On le voit bien ici, la solubilité est fonction de la concentration en OH-. Qu'est-ce que cela implique? Si la solubilité est fonction de la concentration en OH-, donc la solubilité des hydroxydes est fonction de la concentration en OH-. Ça veut dire la concentration en OH-, la concentration en OH-, on peut la relier à la concentration en H3O+. Et la concentration en H3O+, on peut la relier à quoi? Au pH. Donc dire que la solubilité des hydroxydes, elle est fonction de la concentration en OH-, ça veut aussi dire que la solubilité des hydroxydes est fonction du pH en fait. Et ça va être très intéressant parce qu'on va essayer alors de voir comment je pourrais faire précipiter sélectivement, et c'est le but de la chimie analytique, des cations métalliques sous forme de leur hydroxyde en jouant sur le pH. OK? Alors, on va prendre un exemple. Il est noté là sur la dia. On va prendre une solution dans laquelle il y a des Fer3+, et des Mg2+. C'est une solution dont la concentration en Mg2+ est égale à 0,1 mol par litre et la concentration en Fer3+ est égale aussi à 0,1 mol par litre.
Alors si vous ne comprenez pas ou si vous avez du mal de suivre, n'hésitez pas à m'interrompre. C'est le genre de questions que j'ai déjà posées à l'examen. Ici, ce que je vais raconter maintenant, de la sélectivité des hydroxydes en fonction du pH. Donc c'est quelque chose d'important à comprendre. Donc je pars d'une solution, un bécher, avec de l'eau, dans laquelle j'ai une certaine concentration 0,1 mol par litre en Mg2+, et en Fe3+. Et le but, ça va être d'essayer de précipiter le Mg2+, et le Fe3+, sous forme de leur hydroxyde, donc sous forme de MgOH2 et de FeOH3, mais de les précipiter sélectivement, c'est-à-dire de précipiter un cation tout en laissant l'autre en solution pour pouvoir après filtrer, peser, sécher, peser et faire de la gravimétrie, faire de la chimie analytique. Et donc en n'ayant pas un précipité qui est composé des deux hydroxydes mélangés parce que sinon je ne sais rien doser, je ne sais rien mesurer. Donc je veux essayer de précipiter sous forme d'un hydroxyde un des ions et pas l'autre en jouant sur le pH. Vu que la solubilité des hydroxydes est fonction de la concentration en OH-, c'est-à-dire est fonction du pH, on va voir si j'arrive à faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut simplement écrire que le MgOH2 se dissout en Mg2+, et en 2OH-, en écrivant la constante de solubilité qui vaut la concentration en Mg2+, multipliée par la concentration en OH- au carré. Jusque-là, rien de nouveau. Je peux écrire exactement la même chose avec l'hydroxyde de fer 3. FeOH3 donne du Fe3+, plus 3OH-. Avec la constante de solubilité de cette espèce qui vaut la quantité de fer 3+, multipliée par la quantité de OH- au cube cette fois. Et quand je regarde, je les ai notés là sur la dia, je ne sais pas si vous voyez. Ah oui, peut-être que je dois bouger un tout petit peu la caméra. Voilà. Ces valeurs de Ks, elles sont dans le tableau périodique, mais je les ai notées là. Donc pour l'hydroxyde de fer, c'est 2,6 10 - 39. 2,6 fois 10 - 39. Donc c'est excessivement petit. 2,6 10 - 39 comme constante de solubilité. C'est-à-dire que la solubilité de cet hydroxyde de fer, elle est excessivement faible. Et l'hydroxyde de magnésium, c'est 5,6 10 - 12. Donc c'est un peu plus grand. En regardant uniquement la valeur de ces constantes de solubilité, quel est l'hydroxyde qui va précipiter en premier? Je pense que c'est clair. La constante de solubilité de l'hydroxyde de fer est très petite, 2,6 10 - 39. Et donc c'est l'hydroxyde de fer qui va précipiter en premier. FeOH3 précipite en premier. Pourquoi? Parce qu'il a son Ks, sa constante de solubilité, qui est bien plus faible. Alors pour faire le calcul, il faut encore se fixer quelque chose. Et ça, je pense qu'on en a déjà parlé de cet ordre de grandeur-là. On va considérer, parce que si vous voulez faire une précipitation sélective, c'est-à-dire faire précipiter une espèce sans que l'autre commence à précipiter, vous devez vous fixer une limite, c'est-à-dire qu'on va précipiter un hydroxyde, mais à quel moment on va considérer que
tout a précipité, que tout l'hydroxyde est précipité, mais on considère généralement que la précipitation sera complète lorsqu'il reste 10-6 moles d'ion en solution. Donc, pour l'instant, je pars d'une solution de fer 3+, qui est 0,1 mol par litre. Et on considère que la précipitation est complète. J'ai une précipitation complète lorsqu'il reste 10-6 moles par litre de fer 3+. Donc pour l'instant, j'en ai 0,1 mol par litre et je vais le précipiter. Donc je vais former du FeOH3 et je vais considérer que tout mon fer a précipité quand je serai passé de 0,1 mol par litre en solution à 10-6 mol par litre en solution. Et ça va me permettre de faire mes calculs. Alors, première question que je dois me poser. À quel pH le FeOH3 commence à précipiter? Donc, à quel pH mon FeOH3, dans mes conditions ici, va commencer à précipiter? Alors, c'est très simple. Ben, regardez, on va reprendre l'écriture de la constante de solubilité en se disant alors que si j'ai une concentration en Fe3+, qui vaut 0,1 mol par litre, je pense que je peux écrire, si vous êtes d'accord avec moi, que la concentration en OH- au cube est égale à 2,6 fois 10 moins 39 divisé par 0,1. Ok? La concentration ici en Fe3+, vaut 0,1 mol par litre parce que c'est le début de la précipitation, c'est le point de départ. Donc quand je suis à 0,1 mol par litre en Fe3+, si je fais passer le Fe3+, par là, ça devient divisé et j'ai OH- au cube. Si je retire le cube, je dois prendre ici la racine cubique. Et je trouve alors une valeur de OH-, et je le fais en même temps que vous. Donc j'ai 2,2,6 fois 10 moins 39 divisé par 0,1 et je prends racine cubique. Je trouve 2,96 10 moins 13. Mol par litre. Alors, à partir de OH-, comme on l'a fait au Q1, soit je calcule le pOH et je trouve le pH, soit je calcule la concentration en H3O+, et je trouve également le pH. Donc ça me fait une concentration en H3O+, de 0,033 et si je prends moins log de ça, ça me fait 1,47. Donc j'ai un pH qui est égal à 1,47. OK? Donc mon hydroxyde de fer va précipiter très vite, dès que le pH sera supérieur à 1,47.
La deuxième question que je dois me poser, et je vais l'écrire ici au-dessus, c'est à quel pH mon FeOH3 termine de précipiter. Et donc, à quel pH mon FeOH3 termine de précipiter? Comment je vais calculer ça? Je vous ai dit que je considère la précipitation complète lorsqu'il n'y a plus que 10-6 moles par litre de Fe3+. Et donc, qu'est-ce que je vais utiliser comme concentration au niveau du Fe3+ ici? 10-6. Donc, je peux calculer exactement la même chose. La concentration en OH- va être égale à 2,6 10-39, 2,6 fois 10-39, divisé cette fois par, non plus 0,1 parce que ça c'est le point de départ, mais le point d'arrivée, il est à 10-6 molaires. Parce que je me suis fixé arbitrairement une concentration de 10-6 moles par litre pour dire que ma précipitation est complète. Donc divisé par 10-6. Et ça, toujours en racine cubique, si je veux la concentration de OH-. Et quand je fais ce calcul, j'obtiens 2,6 fois 10 moins 39 divisé par 1 fois 10 moins 6 racine cubique 1,37 10 moins 11. Mol par litre. Ce qui correspond en fait à un pH de 3,14. Ok. De nouveau, en français, ça veut dire quoi? En français, ça veut dire que mon hydroxyde de fer commence à précipiter à 1,47 de pH, en tout cas dans les conditions que je me suis fixées, et qu'on considère que la précipitation est complète, c'est-à-dire que j'ai formé tout mon FeOH3, il ne reste plus que 10-6 moles par litre de fer en solution, lorsque le pH atteint 3,14. À partir de 3,14 de pH, je considère que je n'ai plus de fer en solution. Alors, vous allez me dire, ok, mais j'ai toujours pas parlé du MgOH2. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je peux précipiter sélectivement les deux hydroxydes. C'est maintenant que ça arrive. Parce qu'on va faire le calcul également pour le MgOH2. Et si je trouve que le début de la précipitation de MgOH2 est plus tard que la fin de la précipitation de FeOH3, ça veut dire que je peux me placer dans un pH qui va me permettre de précipiter sélectivement un hydroxyde et pas l'autre. Alors, ça, j'en ai plus besoin. Je vais garder ce qui est écrit au-dessus. Et je me pose exactement la même question. À quel pH, et ce sera le dernier calcul, à quel pH mon MgOH2 commence à précipiter? Et donc si vous m'avez bien suivi, si je trouve ici un pH supérieur à 3,14, ça voudra dire que je peux me placer à un certain pH pour précipiter l'un et pas précipiter l'autre. On va voir, peut-être qu'avec des chiffres, vous comprendrez mieux. Alors comment je fais ça? Je fais exactement comme avec le fer.
La précipitation du MgOH2 va commencer avec une concentration en Mg de plus de 0,1 molaire. Donc je vais simplement écrire que la concentration en OH- est égale, cette fois-ci à la racine carrée, parce que c'est un carré, c'est plus un cube, du Ks, qui est 5,610-12, divisé par 0,1. Donc le calcul est toujours le même, sauf que cette fois-ci c'est une racine carrée et pas une racine cubique, parce que c'est du MgOH2, et je reprends le point de départ, c'est-à-dire une concentration de 0,1 molaire, c'est ce qui m'était donné dans l'énoncé. Et cette fois-ci, la concentration en OH-, lorsque je fais ce calcul, 5,6 fois 10 moins 12, divisé par 0,1, racine carrée, ça me fait 7,48, 10 moins 6. Ce qui correspond à un pH de, donc je calcule H3+, 1 fois 10 moins 14 divisé par ce que j'ai trouvé, et je prends moins le log, j'ai 8,87. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que si je veux résumer les calculs que je viens de faire, pour que vous compreniez bien, je viens de trouver que dans les conditions que je me suis fixées, mon hydroxyde de fer a fini de précipiter à 3,14 de pH. Et mon hydroxyde de magnésium ne commence à précipiter que à 8,87. Ça veut dire que si je me place entre 3,14 et 8,87, je suis sûr que j'ai précipité tout l'hydroxyde de fer et que je n'ai pas encore précipité mon hydroxyde de magnésium. D'accord? Alors comment on peut représenter ça généralement? On peut faire une espèce de... On verra pour les graphiques après, mais on peut faire une espèce de ligne comme ça, de pH, en mettant ici pH de 1, okay, pH de 14 à l'autre bout. Mon pH important, c'est 3,14 ici. Et donc là, j'ai le FeOH3 qui précipite. Et je recommence à 8,87 et j'ai ici mon MgOH2 qui précipite. Et lorsque je fais ça, je me rends compte que mon FeOH3 il précipite jusqu'à un pH de 3,14 et mon MgOH2 ne commence à précipiter qu'à 8,87. Donc dans toute cette gamme de pH entre 3,14 et 8,87, mon FeOH3 a précipité, mais mon MgOH2 n'a pas encore précipité. Donc je peux travailler dans toute cette gamme de pH pour faire une précipitation sélective, c'est-à-dire avoir comme solide uniquement mon hydroxyde de fer et avoir toujours dans ma solution les Mg2+, parce que je n'atteins pas le pH nécessaire à la précipitation des Mg2+. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant quand on fait ce genre de calcul parce que ça nous permet de voir si je peux travailler dans une certaine gamme de pH. Et ça, réguler le pH dans une solution, c'est assez facile. On ajoute de l'acide, on ajoute de la base. Et on se place à un pH, je ne sais pas moi, de 5 ou de 6. Et en se plaçant à un pH de 5 ou de 6, je suis sûr que la seule espèce solide qui va apparaître dans ma solution, c'est de l'hydroxyde de fer. Et que je n'ai pas de contamination avec de l'hydroxyde de magnésium parce que lui commence seulement à précipiter à 8,87. Donc c'est très intéressant pour faire une précipitation sélective comme ça et pouvoir voir
quelle espèce je vais pouvoir précipiter à quel moment. Alors, ce genre de calcul, on va les utiliser pour quoi également? Et ça, je pense que Monsieur Dascott vous en parle. Ah, la caméra a encore bougé. Je ne sais pas si vous en a déjà parlé, pardon. Ah, là aussi, elle a encore bougé. On l'a perdu de nouveau. Voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, je reprends l'exemple de... Où est-ce qu'on est? Ok, on est là. Je reprends l'exemple de MgOH2 qui va se décomposer en Mg2+, plus 2OH-. Son Ks va être égal à la concentration en Mg2+, fois la concentration en OH- au carré. La concentration en Mg2+, ben on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, c'est S. Donc si je respecte la constante d'équilibre et que je suis à la limite de la solubilité, si j'essaye de mettre en solution, ben, je vais avoir une concentration Mg2+, qui est S. Donc Ks est égal à la solubilité fois la concentration en OH- au carré. Les OH-, par contre, ben, la concentration en OH- va dépendre du pH. On vient de le dire encore pendant une demi-heure. Et donc, ma solubilité va être égale à quoi? À Ks divisé par OH- au carré. Alors, si on transforme ça un tout petit peu, ce n'est que des notions de pH, on a déjà vu tout ça, hein, donc normalement vous ne devriez pas être perturbé, mais la concentration en H3O+, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est 10 exposants moins le pH. Souvenez-vous de ça, parce que le pH c'est moins log d'H3O+, donc H3O+, c'est 10 exposants moins pH. Et OH-, c'est 10 moins 14 divisé par H3O+. Donc c'est 10 moins 14 divisé par 10 exposants moins pH. Oui. Et donc si je réutilise ça, donc ça veut dire que OH- c'est 10 exposants moins 14 divisé par 10 exposants moins pH, c'est H3O+. Et donc, ma solubilité, c'est égal à Ks divisé par OH- au carré, donc 10 moins 14 au carré, divisé par 10 exposants moins pH au carré. Alors on peut le remettre dans le... Divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse, hein. Donc je vais avoir Ks fois 10 moins pH au carré, divisé par 10 exposants moins 14 au carré. Voilà, ça c'est ma solubilité. Ks, c'est une constante, elle est dans le tableau périodique. 10 moins 14 au carré, ben, c'est 10 moins 28, donc c'est constant aussi. Et donc on voit qu'on a une variation de la solubilité en fonction du pH. Et grâce à ça, ben, on peut dessiner, on peut tracer un diagramme, un graphique si vous préférez,
de la solubilité, qui est égale en fait à la concentration en Mg2+, en fonction du pH. Alors on travaille généralement en échelle logarithmique hein, parce que c'est plus facile, mais le pH c'est déjà un log d'une concentration. Hein. Et donc si dans cette formule-là vous prenez des valeurs de pH différentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., on peut calculer la solubilité et tracer la courbe. Alors, je vous montre des exemples. On ne va pas faire les calculs ici, ça ne sert à rien d'alourdir. Mais je vais essayer de vous montrer des exemples. Donc, sur le projecteur, je vais vous partager l'écran de mon PC. Pour que vous voyez ce que je veux vous montrer. Voilà. Alors, comment on fait le partage comme ça? Ici, recopier la vidéo. Et je le mets en grand. Voilà. Donc, c'est le syllabus que M. Descottes doit utiliser. Je vais juste bouger un petit peu la caméra pour que vous voyez en plein écran. Et je vais fermer le tableau. Voilà. Donc c'est juste pour illustrer ce qu'on vient de dire. Comment on a calculé, vous le voyez là tout au-dessus. Hein. La concentration en OH-, c'est racine carrée de Ks sur la solubilité, ou on peut faire le contraire, la solubilité, on l'a écrit juste ici, c'est Ks divisé par OH- au carré, c'est exactement la même chose. Ça dépend si on se fixe OH- et qu'on calcule la solubilité, ou si on se fixe la solubilité et qu'on calcule OH-. Mais ça revient strictement au même. Et donc, regardez ici, quand on fait le calcul, qu'on prend une solubilité de 0,1 ou si on prend un pH de 9, on peut retrouver l'un et l'autre. Donc, il suffit de connaître le Ks, il est dans le tableau périodique. Et une solubilité de 0,1 molaire correspond à un pH de 9. Un pH de 10 correspond à une solubilité de 10-3. Il suffit de faire le calcul juste là au-dessus. On en fera un la prochaine fois. On a déjà fait beaucoup de calculs aujourd'hui, donc je laisse ça pour la prochaine fois, si on veut vraiment mettre des chiffres. Mais vous les avez là dans le syllabus. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on peut faire un graphique comme celui que je viens de vous montrer au tableau de la solubilité, donc c'est-à-dire de la concentration en Mg2+, ici, en fonction du pH. Et en mettant les points dans le graphique, voilà ce que l'on obtient. Et on obtient alors une zone où le MgOH2 est soluble et une zone où le MgOH2 est insoluble. Et donc, on voit que pour une solution 0,1 molaire, alors pour ceux qui ont bien suivi, quand on a fait le calcul tout à l'heure et que je vous ai dit, on va se poser la question, à partir de quel pH le MgOH2 va commencer à précipiter et qu'on a pris une valeur de 0,1 molaire, si ma mémoire est bonne, on a trouvé 8,87, pour ceux qui notent bien. 8,87, ici en fait c'est juste arrondi à 9, mais c'est exactement cette valeur-là que l'on trouve. Hein.
Donc on peut considérer qu'une solution 0,1 molaire en Mg2+, va précipiter sous forme de son hydroxyde à un pH de 8,87. Allez, on arrondit à 9. Ça va? Avant ça, en dessous de ce pH-là, ben, j'ai une solution soluble. Et moins il y a du Mg2+ en solution, et plus tard, elle va précipiter sous forme de pH. Donc si vous avez une solution, si vous voulez voir à quel pH elle va terminer de précipiter, en considérant du 10-6, ben, on voit que ça termine aux alentours de 11,5 si on refait le calcul. Donc on peut tracer comme ça, et on repartira là-dessus au prochain cours, mais on peut tracer comme ça ce qu'on appelle le diagramme de solubilité en fonction de la solubilité, en fonction du pH. Et ça, on peut le faire pour plusieurs hydroxydes différents, évidemment. On peut le faire ici pour MgOH2, on peut le faire pour le FeOH3 de tout à l'heure. Alors si, de nouveau, pour ceux qui ont bien suivi et qui comprennent ce que je suis en train de raconter, tout à l'heure, quand on a fait le calcul de savoir si je pouvais faire une précipitation sélective d'un hydroxyde par rapport à un autre, en fait, je n'ai calculé que 2 points de ce graphique. J'ai calculé le point de départ à 0,1 mol par litre, c'est-à-dire ce point-ci, et j'ai calculé le point d'arrivée, c'est-à-dire à 10-6 mol par litre, c'est-à-dire ce point-là. Là, ça commence à précipiter, là, ça termine de précipiter. Et entre les deux, ben, on peut évidemment calculer plusieurs points. Mais tout à l'heure, on a juste pris un exemple à 0,1 et à 10-6. Donc, on a pris 2 points de ce graphique. Mais c'est vrai qu'on pourrait choisir n'importe quelle concentration intermédiaire pour pouvoir retracer le graphique. Mais normalement, en prenant 2 points, on n'a qu'une seule droite qui passe par 2 points. Alors, ce diagramme, et c'est à ça que je voulais arriver. Voilà. Donc, ce diagramme de solubilité, on peut le faire pour plusieurs hydroxydes différents. Donc, vous le voyez ici dessiné pour plusieurs hydroxydes différents, de l'hydroxyde de fer, de l'hydroxyde de cadmium, d'argent ou celui de magnésium dont on vient de parler. Et à chaque fois, en calculant alors la solubilité en fonction du pH ou le pH en fonction de la solubilité, comme on veut, en prenant différentes valeurs, je peux remettre les points dans le diagramme. Et on remarque que les graphes sont quand même fort différents en fonction de l'hydroxyde avec lequel on travaille. L'hydroxyde de fer 3, dont on a parlé tout à l'heure, vous voyez que son diagramme est très à gauche, c'est-à-dire qu'il est très peu soluble. On l'a vu, la constante de solubilité c'est du 10-39. Et donc on avait déjà calculé la valeur ici à 0,1 molaire, on avait trouvé un pH de 1 quelque chose et on avait dit qu'il terminait de précipiter à 3 et quelque chose. Donc c'est bien, on avait bien calculé les deux valeurs de nouveau extrêmes ici au niveau de mon diagramme. On a fait ce point-là, on a fait ce point-là. Et donc je considère que j'ai précipité tout mon hydroxyde à un pH de 3, quelque chose. Et mon hydroxyde de magnésium, lui, il commence seulement à précipiter là-bas, à un pH de 9, là on avait dit, 8,87. Et donc dans toute cette gamme de pH, entre ça et ça, dans toute cette zone, je peux travailler en précipitant sélectivement mon hydroxyde de fer et pas mon hydroxyde de magnésium. C'est exactement la conclusion que l'on a eue tout à l'heure. Ici, on la voit sous forme de graphique. Maintenant, ce n'est pas le cas pour tous les hydroxydes. Vous voyez que si je veux séparer un hydroxyde de cadmium et un hydroxyde de magnésium, j'ai un écart entre mes deux courbes qui est beaucoup plus petit. Donc j'ai une zone de pH dans laquelle je dois travailler qui est excessivement faible. Et parfois, si les deux zones se chevauchent, donc vous voyez qu'ici l'hydroxyde de cadmium, il finit de précipiter là, mais mon hydroxyde de magnésium,
a déjà commencé à précipiter ici. Et donc vous voyez que le point final du premier hydroxyde est plus loin que le point de départ du deuxième. Ça veut dire que j'ai une coprécipitation. Ça veut dire que je ne sais pas trouver une fourchette de pH qui me permettra de précipiter un hydroxyde de cadmium sans précipiter un hydroxyde de magnésium. Parce que j'ai des pH qui se chevauchent ici. Celui-là termine à précipiter à, je ne sais pas moi, à 9 quelque chose, 9,5, alors que le magnésium a déjà commencé à précipiter à 9. Donc je ne sais pas me mettre dans des conditions de pH telles qu'un hydroxyde va précipiter et pas un autre. Donc c'est impossible en tout cas de séparer ces composés en les précipitant sous forme de leur hydroxyde. Il faut travailler autrement. Ok ? Donc ça, je voulais absolument vous montrer ça et arriver à ça pour que vous compreniez bien que ce genre de diagramme, on peut les calculer complètement en prenant différents points. Nous, on a juste pris un point de départ et un point d'arrivée pour voir si je pouvais faire une séparation en chimie analytique et une précipitation sélective de mes hydroxydes. Avec deux hydroxydes qui ont des courbes très espacées, ça marche très bien. On trouve une gamme de pH dans laquelle on peut travailler. Par contre, deux hydroxydes qui vont avoir des courbes très rapprochées, on ne pourra pas les séparer correctement. Voilà. Je vais vous montrer encore quelque chose et comme ça, on repartira là-dessus la fois prochaine. Voilà, donc je bouge un tout petit peu la caméra pour pouvoir de nouveau écrire au tableau. Donc la fois prochaine, on terminera ce problème des hydroxydes en refaisant un dernier calcul pour voir si vous avez bien compris. Et en fait, je peux vous le dire, il n'y a pas de secret. C'est une des questions de l'examen que j'ai posé l'année passée, par exemple, où on demandait on va dire, tracer le diagramme de solubilité de MgOH2 et NiOH2, d'accord? Donc mettre deux courbes comme on vient de le voir et voir si on peut, la question c'était peut-on séparer ces deux hydroxydes en fonction du pH en partant d'une solution 0,2 mol par litre et en considérant une précipitation complète à 10-6 mol par litre. Ok? Et donc on repartira là-dessus pour le prochain cours.
Comme ça, on refait une fois les calculs de diagramme de solubilité pour des hydroxydes et de voir un peu la gamme de pH dans laquelle on peut travailler, si on peut le faire, en considérant un autre hydroxyde avec le NiOH2. Et la question, c'est de se dire, si j'ai une solution qui au départ est 0,2 molaire, ou non, c'était pas de 0,2, pardon. C'est pour avoir les mêmes valeurs que l'année passée. Je pense que c'était 10-2 molaires. Je vérifie. Ouais, c'était 10-2, pardon. Donc 0,01. Voilà, mol par litre. Donc 10-2 mol par litre. Est-ce que je peux séparer ces deux hydroxydes en fonction du pH? Donc est-ce que je trouve une gamme de pH dans laquelle je peux travailler en me disant que j'arrive à précipiter complètement un premier hydroxyde sans commencer à précipiter un deuxième. Donc on parlera de ça, on fera ces calculs-là pour commencer. Et ensuite on regardera un peu quelle est l'influence du pH sur la solubilité, mais de molécules qui ne sont plus, de sels qui ne sont plus des hydroxydes. Parce qu'il n'y a pas que les hydroxydes qui sont influencés par le pH, il y a aussi d'autres espèces. Et ça, on essaiera de le montrer aussi la prochaine fois.